Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans celle-ci on parlera de FSSO dans le Fortinet Single Sign-On. Donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de SSO, du FSSO, comment est-ce que ça fonctionne dans notre environnement d'infrastructure. Alors on va poser une problématique qui sera résolue par le FSSO, on expliquera la problématique. On verra comment on fait, quels sont les modes de déploiement de FSSO dans notre infrastructure Windows Active Directory. On verra des cas d'utilisation concrets. Ensuite, on verra comment faire la procédure d'installation et de configuration de FSSO avec notre Active Directory. Et on verra donc les tests et de troubleshooting. Donc, sans plus tarder, on va engager. Dans le FSSO, du moins le SSO déjà, Single Sign-On, en français, authentification unique. Donc, ça, c'est la procédure donc, le processus en fait, qui permet donc, aux utilisateurs identifiés, par exemple, dans un système, de pouvoir accéder donc, à plusieurs applications ou plusieurs ressources de ce système-là sans avoir besoin de se réauthentifier à chaque fois. Ça, c'est le cas, par exemple, lorsque l'exemple parfait, c'est par exemple le SSO ou bien l'authentification unique que nous avons avec les comptes Microsoft. Donc, une fois que vous avez entré votre compte Microsoft sur une des applications, lorsque vous voulez accéder à d'autres applications, vous n'avez plus besoin d'entrer votre compte Microsoft. Donc, voilà un cas parfait, par exemple, d'illustration du SSO, donc du Single Sign-On ou encore authentification unique pour Microsoft. Donc, maintenant, ce Single Sign-On-là, appliqué à Fortinet, dans le FSSO, ou l'authentification unique de Fortinet. Donc, ce sera dans la même chose, c'est-à-dire que c'est la fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs donc, de pouvoir s'authentifier une fois et de pouvoir accéder à plusieurs ressources ou plusieurs périphériques ou plusieurs réseaux qui sont contrôlés par exemple par les équipements Fortinet. Voilà, donc c'est ça basiquement le FSSO. Donc le FSSO donc, dans ce cas-là va être considéré donc, comme une authentification passive, c'est-à-dire passive. Pourquoi? Parce que si par exemple je prends le cas de Microsoft, lorsque vous avez entré votre compte sur l'application Word par exemple, une fois que vous lancez l'application Excel, on ne vous demande plus de rentrer votre compte Microsoft. Donc, en fait, là, c'est ce qu'on appelle dans l'authentification passive. L'authentification active, c'est lorsqu'on vous demande le mot de passe ou bien les identifiants pour la première fois. Là où vous saisissez les identifiants, ça, c'est l'authentification active. L'authentification passive, donc, c'est lorsqu'on utilise les informations que le système connaît déjà pour vous permettre d'accéder donc aux autres ressources qui sont contrôlées par le système. Donc ici, que ce soit Microsoft, que ce soit Fortinet. Donc, le FSSO, qu'est-ce que ça va résoudre concrètement dans une infrastructure réseau? Dans la problématique, par exemple, ici, supposez vous êtes dans vous gérez par exemple une infrastructure informatique dans laquelle vous avez des contrôleurs de domaine. Supposons, prenons par exemple, vous avez 3 contrôleurs de domaine. Vous avez des serveurs que vous gérez, vous avez le réseau que vous gérez, vous avez les partages réseau, tout un ensemble de choses que vous gérez dans l'infrastructure. Et de l'autre côté, vous avez donc par exemple vos paths FortiGate. C'est-à-dire que vous voulez par exemple contrôler tout ce que les utilisateurs, vous voulez avoir un contrôle plus raffiné de votre système à travers votre FortiGate. Sauf que votre Windows Active Directory et votre FortiGate sont deux systèmes séparés. C'est-à-dire que le Fortinet, lui, ne connaît, le FortiGate, pardon, il ne connaît pas les informations de vos utilisateurs dans Active Directory. Et cependant, sur votre FortiGate, vous voulez bien avoir la possibilité de monitorer toute l'activité ou bien d'avoir des stratégies de pare-feu assez spécifiques pour les utilisateurs. Supposons par exemple, je prends un cas simple, vous voulez par exemple, vous avez un département marketing dans votre infrastructure et puis vous voulez par exemple permettre aux utilisateurs du département ou bien du groupe marketing d'avoir accès au site web, par exemple au site des réseaux sociaux, tandis que les autres utilisateurs des autres départements, vous ne voulez pas qu'ils aient accès à ces sites-là. Ça veut dire que, par exemple, avec la stratégie de pare-feu sur FortiGate, vous avez la possibilité de définir une stratégie de pare-feu qui s'applique uniquement aux adresses IP. C'est-à-dire que lorsque FortiGate ne connaît pas encore votre infrastructure Active Directory, vous êtes obligé, lorsque vous créez la stratégie de groupe, d'appliquer cela uniquement à une tranche d'adresse IP. C'est-à-dire que vous allez dire que okay, voici la plage d'adresse IP. Ça veut dire que dans votre infrastructure,
vous devez faire des configurations supplémentaires pour vous assurer que les utilisateurs du département marketing puissent se connecter et obtenir une adresse IP uniquement dans cette tranche d'adresse IP-là. Ce qui devient très compliqué si, par exemple, un utilisateur va se connecter sur un autre poste qui n'est pas dans cette plage d'adresse IP-là. Ça rend donc le management, la gestion de votre infra un peu compliqué. Cependant, avec le FSSO, ce qui va se passer, c'est que le FSSO va permettre, donc, par exemple, d'intégrer votre Active Directory dans votre FortiGate, de telle sorte que lorsque vous créez une stratégie de groupe, ou une stratégie de pare-feu, pardon, vous aurez la possibilité, donc, par exemple, de sélectionner le groupe Active Directory sur lequel vous voulez appliquer cette stratégie. Ça veut dire que dans ce cas-là, ce ne sera plus appliqué uniquement, la stratégie ne sera plus appliquée uniquement à une adresse IP, mais cette fois-ci à un groupe d'utilisateurs bien précis. L'avantage étant que ces utilisateurs-là, s'ils se déplacent par exemple d'un poste à un autre, ils se déplacent par exemple d'une ville à une autre, tant qu'ils se connectent en passant par le FSSO que vous aurez mis en place, vous pourrez donc tracer et appliquer la stratégie de sécurité que vous aurez implémentée sur eux. Donc ça, c'est le gros avantage de le FSSO et c'est ça que nous allons voir dans la suite. Alors, le FSSO, comment est-ce que ça s'implémente? Alors, le single sign-on de le FSSO, comme on le dit, il est constitué donc de plusieurs agents. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes de déploiement. Il y a le mode DC Agent Mode, DC Agent Mode. Donc, il faut comprendre déjà que pour implémenter le FSSO, vous allez par exemple aller sur le site de FortiGate, sur FortiCloud, vous allez télécharger le setup. C'est un agent que vous allez télécharger. Et dépendant du mode de déploiement que vous allez utiliser, vous serez appelé donc à installer ce setup-là, soit sur les contrôleurs de domaine de votre infrastructure, soit sur un Windows Server qui est dans votre domaine, mais qui n'est pas un contrôleur de domaine. Donc ici, on va regarder donc les trois modes de déploiement qui existent. Donc, comme on dit, il y a le DC Agent Mode, il y a le Pooling Mode, Collector Agent Base et le Pooling Mode Agentless. Donc, on revient sur le DC Agent Mode. Le DC Agent Mode ici, c'est que dans votre infrastructure, supposons par exemple que vous avez, comme on a dit tout à l'heure, 3 contrôleurs de domaine, donc 3 DC. Dans votre infrastructure, si vous prévoyez utiliser le DC Agent Mode, le DC Agent Mode, ça veut dire contrôleur de domaine, vous installez l'agent sur le contrôleur de domaine. Donc, vous allez aller sur le site de FortiCloud, télécharger le setup de l'agent FSSO. Vous installez cet agent-là sur chacun de vos 3 contrôleurs de domaine. Et maintenant, vous allez sur un autre serveur qui est toujours dans votre infrastructure, mais qui n'est pas un contrôleur de domaine. Vous allez cette fois-là sur ce serveur-là installer plutôt l'agent collecteur. Donc, il y a l'agent de contrôleur de domaine et il y a l'agent collecteur. Vous installez donc l'agent collecteur sur cet autre serveur-là. Alors, le processus, c'est quoi? C'est que lorsque les utilisateurs vont se connecter sur les ressources de votre Active Directory, donc notamment sur les contrôleurs de domaine, les contrôleurs de domaine, grâce à l'agent que vous aurez installé sur ces contrôleurs-là, vont pousser donc les informations d'identification ainsi que les informations comme le nom d'utilisateur, les mots de passe, les adresses IP, les groupes et unités d'organisation auxquels l'utilisateur appartient. Vos DC vont donc pousser dans ces informations-là et les envoyer directement donc au collecteur, qui est le Windows Server sur lequel vous avez installé l'agent collecteur. Et l'agent collecteur, donc, à son tour, va pousser l'information donc au FortiGate, votre périphérique FortiGate. Une fois que c'est stocké donc, dans votre FortiGate, ça, c'est la première partie qui consiste en ce qu'on appelle l'authentification active, c'est-à-dire là où l'utilisateur va être appelé à entrer son login, son mot de passe. Une fois qu'il a fait ça, une fois que l'opération est faite, désormais, donc, il pourra donc passer directement dans le FortiGate pour accéder aux autres ressources sans avoir besoin de se réauthentifier. Donc, pour expliquer donc rapidement, comme on a dit, donc on va installer l'agent DC sur les contrôles de domaine, installer l'agent collecteur sur un Windows Server distinct qui n'est pas un contrôle de domaine. Et donc, voilà, comme on expliquait, les opérations qui vont s'effectuer. Donc, ça, c'est la méthode la plus recommandée et la plus efficace lorsque il s'agit de configurer le FSSO parce que dans cette méthode-ci, là, les communications sont instantanées. Aussitôt que l'utilisateur est connecté, l'information est exactement envoyée et renvoyée au FortiGate.
Le seul bémol donc ici, c'est qu'il nécessite donc une configuration initiale et une configuration initiale parce que vous devez installer dans les agents sur chacun des contrôleurs de domaine et sur le collecteur. L'autre méthode, c'est le pooling mode. Collector Agent Base. Le pooling mode ici, ça veut dire que en fait, c'est un mode dans lequel le collecteur va rechercher l'information chez les contrôleurs de domaine. C'est-à-dire que dans ce scénario, vous allez voir par exemple que dans la précédente image ici, c'est celle-ci, pardon. Donc ici, l'utilisateur se connectait au contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine envoyait l'information au collecteur et le collecteur envoyait à son tour. Cependant, dans le pooling mode collector agent base, ici, on n'installe pas d'agent sur les contrôleurs de domaine. Donc, vous n'allez pas installer de DC agent ici sur le contrôleur de domaine. L'utilisateur se connecte au contrôleur de domaine. Vous installez plutôt l'agent collecteur sur un de vos Windows Server dans votre infrastructure. Et puis, c'est cet agent, ce serveur-là qui va se charger d'aller chercher l'information au niveau des différents contrôleurs de domaine avant de pousser dans l'information au FortiGate. Donc, ça, c'est le pooling mode collector agent base. Juste un Windows Server sur qui vous installez le collecteur. Donc ici, ça peut être utile dans les environnements où vous ne voulez pas qu'il y ait beaucoup de trafic ou beaucoup de transactions entre vos contrôleurs de domaine et d'autres serveurs. Et aussi, vous pouvez utiliser ceci si vous êtes par exemple dans une infrastructure où la taille de votre infrastructure n'est pas assez grande. Donc du coup, il n'y a pas assez de trafic sur votre réseau. Si par exemple, vous êtes dans une infrastructure où vous avez par exemple un seul contrôleur de domaine et pas beaucoup d'utilisateurs, il n'y a vraiment pas de raison que vous installez un contrôleur ou bien l'agent sur votre contrôleur de domaine. Vous pouvez utiliser ce pooling mode-ci et puis ça fait l'affaire. Et le troisième mode maintenant, c'est toujours le pooling mode, mais agentless. Ça veut dire dans ce scénario-ci, vous n'allez installer aucun des deux agents sur aucun de vos serveurs. Donc, comme présenté sur l'image ici, l'utilisateur se connecte sur son contrôleur de domaine. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de collecteur. Donc, c'est le FortiGate qui va se charger de venir sur votre contrôleur ou bien sur vos différents contrôleurs de domaine pour récupérer l'information. Donc ici, étant donné que c'est le FortiGate qui va venir faire le travail, il faudrait donc que votre FortiGate ait beaucoup, c'est-à-dire qu'en termes de ressources de CPU et de RAM, il doit avoir un bon CPU et une bonne RAM pour pouvoir faire cette activité-là parce que venir sur votre serveur ou bien sur vos contrôleurs de domaine, ça nécessite donc ces ressources-là. Cependant, le bémol également ici, c'est que comme c'est le FortiGate qui vient à intervalle de temps que vous aurez défini pour chercher l'information, il y a des chances qu'il manque par exemple certains événements, c'est-à-dire qu'il loupe certains événements de connexion. Donc, ce mode-ci vraiment, il n'est pas vraiment recommandé, mais il existe. Cependant, il existe parce que voilà, peu importe, dépendamment de votre infrastructure, vous pouvez avoir besoin donc d'utiliser juste ce mode-ci là. Donc, les trois modes étant présentés, comment se passe dans la procédure de déploiement? Alors, les étapes de la procédure de déploiement sont les suivantes. Donc, il faut préparer dans votre annuaire Active Directory. Donc, préparer l'annuaire, c'est ici justement préparer les groupes pour lesquels vous voulez faire le monitoring. Parce qu'il faut comprendre également ici que lorsque vous implémentez le FSSO, il faut utiliser cela intelligemment. C'est-à-dire que si vous avez une infrastructure, par exemple, de 300 utilisateurs, mais vous-même, vous êtes conscient que dans ces 300 utilisateurs, ceux que vous voulez monitorer et que vous voulez faire le contrôle, par exemple, de leurs accès sur votre FortiGate, c'est peut-être juste 50 utilisateurs. Vous pouvez mettre dans ces 50 utilisateurs-là dans un groupe précis et c'est ce groupe-là que vous allez utiliser dans FortiGate que de monitorer 300 utilisateurs alors que c'est juste 50 ou bien une vingtaine de personnes que vous voulez vraiment faire le monitoring. C'est ça qu'on va appeler ici là, donc préparer dans l'annuaire. Donc, vous allez spécifier les utilisateurs qu'on doit monitorer, et spécifier également les utilisateurs qu'on ne devra pas monitorer. Donc, les activités de login et autres ne doivent pas être monitorées. Par exemple, les comptes administrateurs. Vous n'avez pas forcément besoin de monitorer tout ce qui est compte administrateur de domaine et tout ça. En tout cas, ça dépend vraiment de la stratégie que vous allez mettre en place. Mais très souvent, les comptes administrateurs ne vont pas être monitorés. Autre chose, donc maintenant, c'est ouvrir les numéros de port. Donc, sur votre FortiGate,
non, pas sur vos différents serveurs, que ce soit les contrôleurs de domaine, que ce soit le serveur distinct sur lequel vous voulez installer le collecteur. Vous devez ouvrir ces ports si par exemple, ça c'est des ports qui sont spécifiques à la communication FSSO. Donc, vous devez vous assurer que sur le pare-feu de votre Windows Server, vous avez ouvert ce port-ci. Si par exemple, vous voulez utiliser d'autres ports, parce que ce sont les ports par défaut de FSSO, mais si vous voulez utiliser des ports personnalisés, donc vous devez prévoir donc d'ouvrir ces ports-là avant de continuer. Une fois Windows Active Directory préparé, vous passez maintenant sur le FortiCloud. Donc, vous vous connectez sur le FortiCloud pour télécharger donc l'agent FSSO. Donc, il faut noter ici que pour télécharger dans l'agent FSSO, vous devez disposer d'un compte qui a un produit avec un contrat de licence ou bien un contrat de support actif avec Fortinet. C'est-à-dire, par exemple, que si vous avez sur votre FortiCloud, vous n'avez pas, par exemple, un équipement FortiGate qui est enregistré chez Fortinet avec un support de contrat actif, vous ne pourrez donc pas, par exemple, télécharger donc ce fichier-ci. Donc, on va voir ça tout à l'heure sur la partie installation. Autre chose, après avoir fait le téléchargement, vous passez donc à l'étape installation. Donc, vous copiez le fichier, vous mettez sur vos différents Windows Server. Vous passez donc à l'installation. La première chose, très souvent, ce sera d'installer le collecteur. Ensuite, installer l'agent DC si requis. Parce que je dis si requis parce qu'on a vu dans la précédente slide que vous pouvez avoir une infra où vous voulez installer l'agent collecteur, mais vous n'avez pas besoin d'installer l'agent DC. Donc, une fois que c'est fait, vous allez passer dans la configuration d'un mot de passe sécurisé que vous allez utiliser pour sécuriser dans les communications entre votre collecteur et le pare-feu. Ça veut dire que lorsque vous aurez créé ce mot de passe, une fois que vous serez dans cette étape-ci, la deuxième étape, la prochaine étape du moins, ce qui est au niveau du pare-feu, qui consiste à ajouter donc votre connecteur sur le pare-feu comme un connecteur externe à la Security Fabric. Il faudra donc utiliser ce mot de passe pour pouvoir vous authentifier et passer à la configuration sécurisée. Regardons donc rapidement les cas d'utilisation, par exemple. Dans les cas d'utilisation, par exemple, de FSSO, on a expliqué ça tout à l'heure dans la problématique. Donc, ici, les cas d'utilisation seraient beaucoup plus, entre autres, simplifier l'authentification et l'expérience utilisateur. Ça veut dire qu'en intégrant dans votre Active Directory sur FortiGate, les utilisateurs n'auront pas besoin de se réauthentifier à chaque fois qu'ils veulent accéder à une ressource. Autre chose, comme on a dit, application granulaire des stratégies de pare-feu. Ça veut dire que désormais, on peut créer des stratégies de pare-feu basées maintenant sur les groupes qui sont dans Active Directory, au lieu de rester uniquement focus sur les adresses IP qui sont dans FortiGate. La journalisation également ici, ça veut dire que lorsque vous allez, la journalisation est améliorée ici parce que lorsque vous allez avoir la possibilité donc de créer des stratégies de groupe qui intègrent vos informations de Active Directory, ça veut dire que vos journaux, les logs des événements et journaux auront donc des informations beaucoup plus spécifiques sur, par exemple, quel utilisateur a accédé à quelle ressource à quel moment, qu'est-ce qu'il a fait, combien de temps il a fait. Or, auparavant, si vous n'avez pas intégré, si vous n'intégrez pas le FSSO, vous aurez juste l'adresse IP. Vous allez voir par exemple que telle ressource a été accédée à partir de telle adresse IP. Là, ce ne sera pas très intéressant. Or, avec le SFSO, ce ne sera pas seulement l'adresse IP, mais ce sera même l'utilisateur et vous aurez plus de détails sur le temps qu'il a mis sur la ressource, qu'est-ce qu'il faisait exactement. Et le dernier élément ici, c'est qu'avec le FSSO est pris en charge dans plusieurs environnements. Donc là, on est en train de faire ça, par exemple, on va faire ça par exemple pour FortiGate et autres, mais vous allez pouvoir intégrer, on est en train de faire ça pour le FortiGate et le Active Directory, mais vous allez pouvoir intégrer par exemple FSSO si vous avez des environnements VDI, Virtual Desktop Infrastructure, ou par exemple parce que ici c'est des environnements carrément où les sessions utilisateurs ainsi que les adresses IP changent constamment. Donc ça fait comme on a expliqué dans la problématique, c'est que si vous avez une infrastructure où les utilisateurs peuvent se connecter à des postes différents avec des IP différentes et faire des opérations et que vous n'avez pas la trace sur l'utilisateur mais la trace plutôt sur l'adresse IP, ça ne sera pas très utile pour vous. Donc c'est pour ça que le FSSO également ici est intégré ou intégrable dans les environnements VDI. Également dans Citrix, également dans VMware Horizon, pour ceux qui s'y connaissent sur VMware. Donc les gars, je crois qu'on va s'arrêter ici. Et puis dans la prochaine vidéo, on va voir notre environnement de lab et puis on va voir comment
passer à l'installation étape par étape. Donc les amis, restez scotchés. On se prend dans la prochaine vidéo.